Stratégie de mise en vente, vendre plus, vendre mieux. L'idée, c'est de revenir sur la billetterie. Il y a beaucoup de choses que vous savez, évidemment, mais on a aussi voulu mettre des idées un petit peu novatrices et que souvent, on a observé, en tout cas, vous n'appliquez pas. Donc, l'idée, c'était de repartir avec peut-être une petite boîte à outils de ce que pourrait être la gestion d'une billetterie tout au long de l'année. Concrètement, la conversion, notre but, c'est de faire en sorte que lorsque vous attirez une personne sur votre site web, nous, on ne soit jamais un frein à l'achat d'un billet pour que le public achète immédiatement et ne se dise pas je reviendrai, ça m'intéresse, mais voyons, que cette personne reporte son achat. Il faut qu'on soit extrêmement rapide. Du coup, on a les standards de marque blanche et sans création de compte. On a aussi l'idée du paiement qui est juste en dessous. On va extrêmement vite avec des notions de Google Pay, d'Apple Pay, et vous allez voir des paiements échelonnés qui peuvent être assez sympas sur un événement. Le transactionnel, c'est lorsque je constitue une offre, vous avez une stratégie d'offre et la solution doit être au service de celle-ci et jamais la limiter. Donc, c'est comment je fais du cross-sell, de l'upsell et je génère des nouveaux revenus. On reviendra aussi sur ce point. Et connecté, c'est connecté à tout un tas un écosystème, que ce soit le contrôle des accès, le paiement sur place, mais aussi des solutions de CRM, des solutions de comptage et l'enrichissement de l'expérience. Cette slide-là, elle paraît un peu comme une évidence, mais elle évite des pièges. Donc, je vais aller assez vite dessus. Mais c'est important de connaître son rythme de vente pour ne jamais paniquer et dégrader son offre ou faire n'importe quoi. On n'a pas tous la même typologie ou le même rythme de vente. Et il faut le connaître pour éviter des erreurs simples. Et vous allez voir qu'on a sans parler d'erreurs, mais on a des cas assez sympas. Et je reviendrai notamment sur un cas échangé avec Thomas Mindron de Poupée qui m'a donné l'autorisation d'en parler, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc là, on rentre dans quelque chose qui est la gestion de la billetterie d'une année, de l'édition N+1. Pourquoi N+1 ? Parce qu'on a l'intime conviction qu'une billetterie de l'année N+1 doit se lancer dès l'année N. Et on va vous montrer comment. C'est-à-dire que mon événement, j'ouvre les portes de mon événement, que je lance déjà la billetterie, j'annonce déjà la billetterie de l'événement N+1 et on va vous montrer comment. Ensuite arrive une séquence où on va définir des objectifs. Alors, comment on définit un objectif en billetterie et comment on configure, et on va vous montrer les innovations qu'on proposera pour cette année. On lance les ventes avec quelle stratégie, quelle petite mécanique simple. Et puis ensuite, on va générer des revenus supplémentaires une fois que mon festivalier, une fois que mon visiteur aura acheté son billet. Donc, on va commencer la première séquence, l'introduction avec les premières ventes. Alors là, c'est une idée qu'on a discuté avec Alexis Olivier de Fragolabs, mais il y a d'autres festivals en Angleterre qui ont déjà cette idée. C'est d'ouvrir les ventes, d'ouvrir la billetterie N+1 dès l'ouverture du festival. Et l'intérêt ici, ça va être de capter l'émotion pour vendre N+1. En gros, vous avez une bande de copains qui est en train de vivre le meilleur moment de sa vie et ils reçoivent une notification sur leur smartphone en disant « la billetterie est ouverte » avec la meilleure offre. Et là, tout de suite, le groupe, ensemble, se dit « on y va ». Je vous donne un exemple. Je sors de l'hiver du festival. Je vais au Center Parcs avec ma famille. Sortez du Center Parcs, vous recevez un email qui dit « vous avez 30% si vous réservez une date à un moment pour l'année à venir ». Votre acheteur, il est là. Votre acheteur, il est déjà sur place. Alors l'idée, c'est certainement pas de vendre peut-être un billet avec un prix, déjà parce que vous ne connaissez pas vos dates, parce qu'on ne connaît pas la programmation, jour 1, jour 2, jour 3, donc on peut être tenté de vendre que des passes plusieurs jours, mais on pourrait imaginer de vendre un déposit. Et c'est ce qu'ils font notamment en Angleterre, où je dis, j'aime cet événement, je paye 30 €, et ces 30 € vont me donner accès à la meilleure offre à l'ouverture des ventes en octobre, en novembre, en décembre. Ainsi, ça vous permet juste de ne pas dégrader votre budget si jamais c'est un raz-de-marée, ou alors si vous n'avez pas du tout établi votre budget par rapport à une programmation en cours, etc. Donc en fait, on viendra capter une émotion. Dans la même logique, juste après l'événement, c'est utiliser le reliquat du cashless N+1, pour vendre N+1. Ouais.
Ma, Bay, Alpec, et Pays, Opable. Ok. Donc en fait, je reformule la question. Pardon. Ok. Alors, je reprends la question, comme ça tout le monde l'entend. L'idée, c'était, n'y a-t-il pas une crainte à dégrader le revenu du FNB, puisque le public va garder une partie, par exemple ici les 30 euros, pour pré-réserver son billet sur l'année N+1. Écoute, je n'ai pas de réponse à cette question. J'aurais envie de dire que non. En tout cas, là, on est bien sur le reliquat. Mais là où tu as raison, c'est que cette opération-là, si on la met en place, la contrepartie, enfin, le prérequis, pardon, c'est qu'il faut l'annoncer. D'accord? On peut pas, une personne ne peut pas se retrouver, par exemple, avec 25 euros ou avoir tout dépensé et puis, à la fin de l'événement, se rendre compte que s'il avait mis un peu de côté, il aurait eu ce déposit. Ça, c'est vrai. Après, cette opération-là en cashless, elle peut se coupler avec une opération de billetterie simple qui consiste à dire j'achète mon déposit de 30 euros. Donc, en fait, il y a plusieurs canaux. Maintenant, est-ce que je vais dépenser moins? J'aurais plutôt tendance à dire que je vais dépenser un petit peu plus que moins, mais honnêtement, je n'ai pas d'empirique à partager. Néanmoins, ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, 15% des préchargements, enfin pardon, des chargements cashless ne sont pas consommés. Donc ça représente des centaines de milliers d'euros. C'est tant mieux, en fait, tant mieux, parce que ça veut dire que votre public, il n'est jamais à court avant de consommer. Et l'idée, ça va être d'utiliser ce prêt à consommer, parce que si quelqu'un charge, c'est qu'il était prêt à consommer, pour capter à nouveau une émotion et rebasculer directement sur l'édition N+1. Cet exercice-là, je ne vais pas plus loin, cet exercice-là, on va le voir en atelier de manière très pratique sur la gestion de la data. C'est extrêmement simple à mettre en place et ça peut être assez efficace. Il y a juste un mot là-dessus, sur les deux séquences qu'on vient de voir, enfin les deux slides qu'on vient de voir. Quand je vous dis qu'on est intimement convaincu de ça, c'est que ça va quand même ça peut C'était hyper important. C'est que cette chose-là peut transformer le métier. C'est-à-dire que si un événement commence son événement N+1 avec 3000 personnes qui ont laissé un déposit, 10 000 personnes qui ont laissé un déposit, ce n'est pas la même chose que de démarrer à zéro. Ça veut dire que vous avez déjà 30 000 personnes, 10 000 personnes qui ont mis un pied dans la porte, qui ont franchi quelque chose. Et donc vous, dans votre stratégie tarifaire, dans votre stratégie de budget, ça change quand même la donne. Moi, je dis juste, ils auront accès au meilleur prix. Je ne donne pas le prix, je dis accès au meilleur prix. Et s'il n'y en a que 30, eh ben, ce n'est pas grave. Et vous pouvez du coup faire une offre promotionnelle très forte et le communiquer. Évidemment, il y a des pièges, type le Hellfest. On évite ça, parce que si 100% du public souscrit à l'offre, vous êtes sold out avant même d'annoncer quoi que ce soit. Et là, vous êtes en boucle fermée et ça peut être catastrophique. Bon, voilà. Hellfest, je sais que tu es là. Objectif et configuration. Donc là, on va commencer par quelque chose de très simple et que à peu près personne ne fait ou personne ne fait bien, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu. Je m'excuse à ceux qui le font bien. J'ai mis une image de Stéréopack parce que je les aime bien, mais ce n'est pas du tout ni bien ni mal. C'est de mettre la barre de mail. La barre de mail pour aller collecter les intentionnistes de l'année suivante. Dès que je termine mon édition N, j'annonce immédiatement, je collecte immédiatement les emails des intentionnistes de l'année N+1. C'est une évidence, c'est aussi important qu'une billetterie. D'accord? Je peux vous promettre qu'en me baladant sur certains sites, je le vois très rarement, ou alors c'est tout en bas dans Contact, je m'inscris à la newsletter. Ce n'est pas du tout ça ce que je suis en train de dire. C'est là, l'édition est terminée et je collecte ces emails. Et dans la partie atelier, ce n'est pas noté là, mais on va vous montrer comment on peut ensuite engranger des campagnes ciblées sur ce public. On en arrive à la définition des objectifs. Alors, et si l'on débutait par la fin, j'aurais pu aussi dire la billetterie est morte, vive les ratios. En fait, l'idée derrière ça, c'est de se dire que comme toutes les entreprises ou comme toutes les activités commerciales du monde, que vous soyez associatif, bénévole, ce que vous voulez, vous avez comme tout le monde, vous avez des clients et vous avez des prospects.
Les clients, c'est quelqu'un qui était là auparavant et un prospect, c'est quelqu'un que vous devez aller chercher. On propose des solutions pour aborder les deux, mais l'idée, c'est de se dire que si vous avez, par exemple, comme objectif, ou disons en année N, vous aviez 10 000 personnes, 6 000 clients, 4 000 en prospect, au lieu de se dire l'an prochain, je vise 11 000, peut-être qu'on peut travailler la chose différemment et de se dire mon objectif, c'est de faire grandir la part de mes clients ou d'en accueillir encore 80% et d'aller rechercher ce qui me manque en prospect. Au lieu de se dire je pars d'une feuille blanche, je vais d'abord travailler sur ma clientèle, voir quel est son taux de renouvellement et ensuite je vais aller chercher et je vais faire les efforts nécessaires pour aller capter des prospects. Et là, du coup, on travaille complètement différemment sa communication, son offre, son expérientiel, et en fait, on part de ratios et non pas d'un volume. Je vous assure, chez WizEvent, on se fixe d'abord un objectif de volume et puis après de ratio. Mais si vous êtes là, c'est aussi est-ce qu'on vous aime bien qu'on essaie de créer un pool. Donc, vous voyez comme quoi travailler sa clientèle, ça joue aussi. Donc, en fait, on pourrait très bien se définir des objectifs par segment. Ça peut être géographique, ça peut être âge. Évidemment, l'âge, c'est important parce que vous savez très bien que selon l'âge, on n'a pas le même panier de FNB. On peut construire des offres dédiées. Ben oui, si on est là depuis 5 ans, si on est là depuis 4 ans, si on est là depuis 3 ans, ben c'est pas pareil. On ne s'adresse pas à une personne qui est venue pour la première fois avec une personne qui a depuis 5 ans. Et puis ensuite, évidemment, on a un narratif qui est différent selon les populations. Alors, parlons un petit peu italien avec Pareto. Donc, vous savez, Pareto, le sociologue italien, à cheval sur le 19e et le 20e siècle, qui a défini la règle des 20-80. Alors, à nouveau, ça, c'est quelque chose que je vois très peu et on va le travailler. On peut vous le montrer tout à l'heure dans l'atelier sur la data. L'idée, c'est de se dire que ici, on a la répartition par décile, c'est-à-dire par 10% du chiffre d'affaires qui est réalisé en FNB. Et en fait, tous les événements, comme toutes les structures, comme toutes les entreprises, comme toutes les organisations commerciales ont un Pareto, c'est-à-dire que un 20% fait 80% du chiffre d'affaires, etc. On le reconnaît aussi dans la gestion de ses efforts, etc. Ici, la manière de lire ce diagramme, c'est de voir que 9% des festivaliers, c'est les chiffres d'un vrai festival en Angleterre, 9% des festivaliers représentent 30% du FNB, quand 43% d'entre eux, les derniers, ne représentent que 10% du chiffre d'affaires. Donc là, l'idée d'un événement, si jamais vous faites du cashless, c'est à un moment de voir, de le faire par vous-même ou de vous faire accompagner par WizEvent pour extraire cette base-là et de trouver un narratif pour que ces 9% qui représentent 30% de votre chiffre d'affaires reviennent année après année. Juste pour rire, donc au Canada, c'est une pratique nord-américaine, mais comprenez-la, ils appellent 15 jours avant l'événement tous ceux qui ne sont pas encore inscrits et qui étaient présents en année N-1, juste pour savoir mais pourquoi vous ne venez pas. Alors, c'est un peu intrusif, c'est un peu pushy, mais c'est fait de manière dans la bonne humeur, bonhomie, c'est sympa. Je ne demande pas à faire ça. Je ne demande pas non plus à inviter ces gens-là. C'est certainement pas ça l'idée, mais c'est de les surveiller et d'avoir un segment, ce segment qui représente peut-être 3000 personnes, et de vous assurer que ces gens-là sont bien présents en année N+1. Le tracking, la data, donc qui aujourd'hui est en train d'évoluer et on va vous présenter ce que nous faisons là-dessus avec la gestion sur le travail sur les pixels ou alors le Meta API. Mais c'est quelque chose aujourd'hui qui doit être su, qui doit être maîtrisé et ça, n'hésitez pas à venir nous demander. En tout cas, ça a tout le sens de l'atelier qu'on organise. L'idée étant d'améliorer en fait votre capacité à faire de l'acquisition à un coût moins cher. Et là-dessus, on peut vous accompagner. On a des réponses. On va passer maintenant à la séquence ouverture des ventes et conversion. Alors, pour commencer, WizEvent va avoir un nouveau widget, un nouveau module à la rentrée qui sera encore plus lisible, encore plus riche en informations, qui permettra un remplissage encore plus rapide des informations, notamment avec le remplissage automatique du formulaire via Chrome, qui fonctionne très bien,
et l'achat en one click de Apple Pay et Google Pay, évidemment. Ça, c'était juste pour la partie un peu innovation, ce que nous sommes en train de faire, mais que vous compreniez bien que notre travail à nous, c'est d'améliorer en permanence et de chercher à améliorer le taux de conversion. Toujours sur le taux de conversion, cette fois-ci, on va parler un peu du paiement. Et c'est quelque chose qu'on va instaurer l'an prochain. C'est le paiement séquencé. Le payment plan en anglais, pardon, on dit en anglais. Et l'idée, c'est de permettre à l'organisateur de créer une offre avec un paiement échelonné. En Angleterre, c'est 40% des achats. C'est presque un achat sur deux. Donc, ce n'est pas une petite tendance, c'est une vraie tendance de fond, surtout que le contexte l'y invite. Alors, le contexte, c'est quoi? C'est qu'il y a une hausse des coûts de production, ben, vous le savez, et qu'il y a une contraction du pouvoir d'achat globalement à l'échelle européenne, en tout cas en France. Ça, c'est le constat de base. Et que l'événement, le festival, là-dedans, il y a un effet ciseau entre les coûts et les revenus. Et la capacité de son public à acheter. Du coup, proposer un paiement séquencé, c'est notre réponse, va permettre en fait d'attirer des nouveaux festivaliers. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez une offre à 100 € et qu'on doit venir à 4, ça fait 400 €, c'est quand même beaucoup d'argent à sortir. Donc, on va pouvoir attirer de nouveaux festivaliers. Et pourquoi pas, alors ça reste entre nous, mais limiter l'impact d'une hausse des prix. Concrètement, 10 fois 4,4, 4,40 €, ça fait 44 plutôt qu'un billet à 40. Alors oui, c'est un peu sioux, oui, c'est un peu mesquin, c'est un peu caché. Mais c'est aussi une réalité. On ne peut pas toujours dire, voilà, nous, on n'est plus du tout rentable, on suffoque, et de refuser de soit revoir les coûts de production, soit revoir les prix à la hausse. Et notre vision, c'est d'intégrer ce payment plan, le paiement séquencé, dans quelque chose de plus global qui serait l'espace personnel. Et j'y viendrai juste après. Vous allez voir qu'il y a une petite révolution copernicienne chez WithEvent, quoique. Toujours dans l'esprit de travailler son offre, c'est la gestion du marché secondaire. Comment je positionne mon marché secondaire par rapport au marché primaire, avec des règles simples, qu'on estime simples. Proposer de la revente, c'est effectivement un élément de réassurance pour le public. Ça peut être incitatif pour acheter son billet, mais il ne faut pas jamais, après c'est notre paradigme, que la billetterie secondaire vienne cannibaliser le marché primaire. D'accord? Vous ne pouvez pas revendre un billet à la place de vendre votre propre billet. D'accord? C'est ce que font certaines plateformes de marketplace parce qu'elles s'intéressent à leurs acheteurs au détriment de leurs fournisseurs, le catalogue, où en fait ils remettent les billets en vente devant la billetterie primaire de l'événement. Si vous avez 1000 billets revendus à 50 €, vous voyez le manque à gagner immédiat pour un événement. L'autre chose, quand on parle de garder la maîtrise de votre revente chez WithEvent, c'est qu'en fait, l'idée, c'est de pouvoir fixer, c'est ne pas de revendre un billet, je revends un Early Bird parce que j'ai acheté un Early Bird, je le revends en Early Bird, alors qu'on approche de la fin, on approche de l'événement, donc on est déjà au tarif régulier. L'idée, c'est de dire, l'organisateur va en fait racheter le Early Bird et revendre au tarif en cours. Et le gap entre les deux, peut-être 10 €, c'est le producteur, c'est vous qui le récupérez. Il n'y a aucun biais, c'est-à-dire que vous remboursez ce que la personne a acheté, son early bird à 40 €. Mais comme aujourd'hui, comme au moment où on se parle, c'est le last chance, c'est-à-dire tous les billets ont été épuisés, c'est normal qu'il soit revendu à 50 €. Pour le deuxième acheteur, c'est complètement transparent. Lui, il achète un billet. D'accord? Il n'est pas en train d'acheter un billet seconde main, il achète un billet. D'accord? C'est ça l'idée. Et ce gap-là viendra générer un revenu qui sera d'autant plus important que les billets qu'on soumet à la revente sont souvent des billets qu'on a achetés tôt, donc qui ont tendance proportionnellement à plutôt être des early bird. Sold out au lancement des ventes. Alors, comment on fait ça? Alors là, l'idée, c'est qu'on a beaucoup vu, on voit beaucoup des ouvertures de vente, des passes Noël, des lancements de vente avec des quotas tels qu'en fait, il n'y a aucun intérêt pour le festivalier à se précipiter à acheter. En fait, j'ouvre ma billetterie
Et puis, je viens le 1er décembre, je viens le 10 janvier, c'est pareil, j'ai le même prix, j'ai la même offre. Donc, on va avoir sur les réseaux un peu de bruit positif, super, etc. Mais en fait, on n'a pas créé de rareté. L'idée, là, c'est si je mets 1000 euros en vente à 1000 billets en vente à 60 euros, j'ai un revenu de 60 000 euros de billetterie. En fait, on va pouvoir arriver à ces mêmes 60 000, mais en séquençant les prix de la billetterie et en partant de plus bas. D'ailleurs, évidemment, on aura un atterrissage qui sera plus élevé, mais en fait, je vais partir de plus bas. Et ici, sur cet échelonnage-là, j'aurai l'opportunité de créer peut-être 7 sold-out que moi, je vais communiquer sur les réseaux et créer un effet d'entrain, un effet boule de neige qui va être positif pour le public. Deuxième effet positif, c'est que vous pouvez annoncer un décrochage tarifaire. Alors certes, il est petit, c'est vrai, mais il est réel. Et quand vous dites ici que j'ouvre à 1000, parfois la première journée, je n'ai pas vendu 200 billets. Et ici, j'ai 210 billets. Donc en vrai, sur un J1 par exemple, j'ai annoncé une rareté, j'ai annoncé une urgence, j'ai créé une urgence et j'ai été honnête par rapport à mes meilleurs acheteurs. Ok, donc ça, c'est l'idée. C'est comment être sold out dès le lancement de ses ventes. Et ça, c'est un budget qui se construit de manière assez facile. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, qu'on retrouve beaucoup dans l'électro, qui est assez fanat de cette stratégie. Ensuite, il y a l'idée de la communication. Alors, je ne sais pas si certains connaissent ça. Vous connaissez? C'est bien? Ouais, c'est bien, on met. C'est une vidéo que vous recevez suite à un achat à Europa Park. Alors, ce n'est pas suite à un achat, c'est pour préparer votre venue. L'idée, c'est de teaser et c'est de vous donner envie. Alors, je ne vous demande pas de faire ça. L'idée, c'est reprenez ce qu'il y a à apprendre. On regarde. C'est assez bien fait. Ouais, c'est assez drôle. Voilà, la vidéo que reçoivent les clients d'Europa Park en Allemagne. Et je trouvais qu'elle était assez intéressante pour donner envie en fait, de créer cette émulsion avant même d'arriver sur l'événement. C'est une manière de communiquer. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va faire ça. Alors,
on en arrive toujours dans la stratégie de mise en vente. Comment travailler sa relation avec les réseaux distributeurs? Vous savez que WizEvent est un logiciel. Les réseaux distributeurs sont là, selon nous, pour vous aider à vendre ce que vous n'arrivez pas à vendre par vous-même et certainement pas pour se mettre devant votre porte et vendre ce que vous savez faire par vous-même. Ici, on a les séquences de vente d'un grand événement, d'un grand festival français qui vend sur 9 mois avec 3 trimestres de vente. Et en fait, on va se rendre compte que le distributeur, en fait, qui est marque blanche pour le coup, le distributeur est très très fort au démarrage des ventes en Q1, là où 81% des ventes sont réalisées. Il réalise plus de la moitié des ventes. Donc en fait, il se positionne très fort au démarrage pour aller capter ce qui est votre fanbase. Et ensuite, progressivement, il va disparaître parce que déjà les chiffres disparaissent. Et donc, en fait, son effort, son gain n'est plus sur les séquences suivantes. Donc, lui, il est là très fort. Et si on compte, en fait, on aurait pu imaginer ici que cet événement tourne autour de 94% d'autodistribution s'il avait demandé au distributeur de décaler la mise en vente sur son propre réseau. On n'est pas contre les distributeurs. Ce qu'on dit juste, c'est que vous devez peut-être inverser le rapport avec vos distributeurs et leur demander, OK, je mets en vente chez toi, je te fais une exclusivité, mais qu'est-ce que tu me donnes en échange de cette exclusivité temporaire, par exemple sur un mois, plutôt que de saturer l'espace où tout le monde communique en même temps au démarrage. Ils viennent récupérer des ventes chez vous et au final, peu d'intérêt dans leur communication, sauf à vous piquer des acheteurs. Le pire des cas qu'on a vu cette année, alors je ne dirais pas qui, mais c'était une vente à très forte charge. Une file d'attente s'installe sur le module de WizEvent, qui était somme toute assez rapide. On parlait de 5-10 minutes. Je préviens tout de suite, ce n'est pas le Hellfest. Donc, c'était 5-10 minutes d'attente. Et en fait, le public s'est déporté sur un autre réseau de vente parce que là, il y avait très peu de ventes. Et du coup, cet événement a perdu 1000, 2000, 3000 ventes directes, alors qu'il suffisait juste de décaler un tout petit peu la vente sur les réseaux de distributeurs. Autre chose, ici, on a des chiffres d'un festival qui fait 12 000, 15 000, puis 20 000 festivaliers. Et en fait, ce qu'on voit depuis 3 ans, c'est que le taux d'autodistribution, c'est-à-dire sa capacité à vendre par lui-même en direct, est passé de 84 à 95%, ce qui est un chiffre qu'on retrouve très, très régulièrement, ou en tout cas des ratios qu'on retrouve dans tous les festivals. Et là, ici, on a les ratios de 4 distributeurs qui ne sont pas intervenus en même temps. Alors, certains sont en décroissance, d'autres se maintiennent, etc. Celui qui se maintient pas trop mal, on va se le dire, c'est Ticketmaster grâce au réseau Leclerc. Donc, en fait, on est sur du réseau de vente physique. Mais on a eu une conversation avec cet événement qui a hésité à basculer sur un de ses distributeurs qui lui disait « Mais nous, on va vraiment faire mieux. » Nous, ce qu'on dit, c'est que donner 94% ou 95% de sa billetterie à quelqu'un qui fait 1% aujourd'hui, c'est quelque chose dans le business qui est quand même assez étrange de se dire que c'est cette personne qui va vous permettre de faire mieux alors même que l'événement est en forte croissance. Travaillez avec un distributeur si vous voulez, mais gardez ce qui est à vous. Ça, c'est vraiment ce que nous, on pense chez WizEvent. Sanctuariser vos ventes, négocier les conditions et interdire le ticket jacking. Vous savez, c'est cette méthode qui consiste à acheter des mots-clés du festival pour vendre et se retrouver juste au-dessus de vous sur les réseaux. La génération de nouveaux revenus, et je vais aller en accélérant, c'est un petit peu la mini-révolution copernicienne de WizEvent. C'est ce qui est né avec le cashless, où en fait, on va créer un espace qui va permettre de préparer l'événement, un espace du festivalier pour préparer son événement. Et l'idée, c'est pas de se créer un compte, etc. C'est pas du tout ça, mais c'est si on le souhaite, je peux ajouter des services où je peux modifier, je peux transformer mon achat d'ici ma venue à l'événement. Donc concrètement, ce qu'on peut faire, c'est du cross-sell. Donc là, le cross-sell, c'est je vais acheter du camping, je vais acheter, on peut imaginer acheter du transport, je peux acheter une douche, je peux acheter du service, je peux acheter du cashless, créer mon compte. On peut faire de l'upsell, c'est-à-dire que j'ajoute une journée, je me VIPise parce que vous faites une offre qui permet d'accéder à telle ou telle zone. Et donc là, en fait, je séquence mon achat en plusieurs fois. Je peux aussi revendre mon billet
Et puis après, j'ai différents services généraux aux participants. Mais l'idée de cette partie-là, c'est pas d'avoir un espace personnel, c'est d'en faire un nouveau shop. Voyez-le comme un shop. Quelqu'un a acheté, eh bien désormais, je vais pouvoir ajouter des services. Quelque chose de très simple qui nous a été demandé beaucoup en Angleterre, c'est de faire en sorte que la grand-mère à Noël, elle puisse mettre 20 € de cashless sur l'événement. C'est ça aujourd'hui l'idée. L'idée, c'est qu'une personne sur le cashless pourra mettre 10 € par mois. Et ainsi, je prépare mon événement et c'est quelque chose qu'on reverra à la fin de cette journée, c'est de repenser son événement et voir vraiment avec qui vous êtes mis aujourd'hui en concurrence. Et c'est peut-être plus les festivals ou les concerts, mais c'est peut-être plus des expériences de voyage. Et bien là, c'est comment je prépare petit à petit ma visite. Autre chose, c'est faire une offre selon l'heure d'arrivée. Alors cette image, je pense que vous la connaissez un peu tous. Alors vous la voyez peut-être pas très bien, mais c'est un festival qui est à moitié vide. Vous savez, une fois que la tête d'affiche est passée, puis il reste quand même encore 2 artistes. Et puis votre événement qui a une capacité de 20 000 personnes, il y en a plus que 10 000 dans la zone. Et là, l'idée, c'est de se dire, est-ce que je ne serais pas en capacité de créer une offre billet tardif, parce que je sais que l'événement se vide et qu'il y en a qui souhaitent vraiment que accéder aux 2 artistes de fin de journée. Les Solidays le font très bien. Ou alors, je peux faire des journées très tôt dans la journée. Et là, vous allez voir, on a d'autres idées à vous proposer. Mais Marvelous Island le fait très bien, par exemple, où je paye moins cher si j'arrive avant telle heure. Et là, il y a des idées à travailler. De toute façon, ce qu'il faut voir, c'est que, on va le dire, votre pelouse devant la scène principale, c'est votre asset. C'est là où vous faites du business. Et cette pelouse-là, elle doit être remplie. C'est ça l'idée. Donc là, est-ce que je n'ai pas un intérêt à créer quelque chose, à créer des offres pour faire venir avant ou faire venir après et faire en sorte que ma pelouse soit pleine? D'autres canaux de vente, la musique, on aura reconnu le verre de Spotify avec qui on va être raccordé. C'est epsilonesque en termes de vente. Epsilonesque en termes de vente. Concrètement, je suis un artiste. Ici, je peux trouver des billets. C'est un service que propose Spotify. J'arrive sur une page de billetterie et en fait, c'est votre page de billetterie. C'est epsilonesque en termes de vente, mais si ce sont des tendances qui s'ancrent, il ne faut pas passer à côté. La vidéo, on aura connu le rouge de YouTube qui va sans doute faire pareil. Je vais vous montrer slide d'après. Et les réseaux sociaux, ça vous connaissez. Donc les nouveaux canaux de vente à ne pas sous-estimer. Alors là, les influenceurs, les nouveaux vendeurs, et puis on arrive à la fin de la présentation, je voulais juste revenir sur le cas de Villebrequin qui n'existe plus. Alors bon, n'essayez pas de les contacter. Ils sont fâchés, ils sont très 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 fâchés. Vous en avez maintenant 2. Ils avaient une chaîne 2,5 millions d'abonnés sur YouTube spécialisée dans le secteur automobile. C'est eux qui ont fait notamment le GP Explorer. Ils ouvrent le GP Explorer et ils ont vendu 30 ou 40 000 billets en quelques minutes. On le sait bien, c'était une vente avec WizEvent. Le mondial de l'auto était un petit peu en dessous des ventes. Ils ont fait appel à Villebrequin pour faire un peu de la communication. Donc du coup, ils ont envoyé une offre. Sur le web, une offre qui était pas mal avec 10 accès VIP pour les rencontrer, plus des petites voitures collector à gagner. Je crois qu'il y en avait aussi une dizaine. Donc, on est en train de parler de 20 lots. D'accord? Donc, ils ont fait une pub. Ils ont fait un post sur les réseaux sociaux qui a généré 1 million de vues et 1700 commentaires. Un post. Ils ont fait 10% des ventes du mondial de l'auto. Je ne vous dirai pas le chiffre, mais c'est 10% des billets payants online vient du lien qui est là. Et ici, vous les voyez, donc je vous montrerai la vidéo plus tard, ils disent 4-5 fois, cliquez bien sur le lien pour participer et avoir une chance de gagner les 10 places VIP. Et en plus, il y a tous ceux qui ont regardé la vidéo mais qui n'ont pas compris qu'il fallait cliquer sur ce lien parce qu'en fait, ici, vous avez un tracker qui permettait d'être ensuite tiré au sort. 10% des ventes. Et le Mondial de l'Auto, c'est le plus gros salon français avec plus de 2 millions de visiteurs. Ils ne sont pas tous payants, c'est pour ça que vous n'aurez pas ça. Alors ensuite, le programme ambassadeur, ça, on s'y retrouve un petit peu, toujours dans les influenceurs, etc. Alors sur le programme ambassadeur, il y a une notion qui est extrêmement importante, c'est de comprendre ce qu'est un public captif, non captif. Il ne faut surtout pas, c'est le piège, qu'un public
qu'un programme d'ambassadeur vienne vous piquer du marché. D'accord? Si concrètement, dans un programme d'ambassadeur, vous avez 20 ambassadeurs et qui vous ramènent 60 personnes, c'est concrètement qu'ils sont allés chercher chez leurs copains et que, en fait, c'est les copains qui les accompagnent, c'est les plus uns, etc. Ça, ce n'est pas un programme ambassadeur. Alors, une fois qu'on s'est dit ça, on va regarder qu'il y a deux types de programmes. Il y a le programme enrichi, où là, vraiment, on est sur quelque chose de très complexe. Et il y a le programme simple, qui est ce qu'on vient de mettre en place avec Thomas Mindron à Poupée, pour un petit peu booster les ventes d'une date qui marche moins bien. Il m'a permis de le dire. Et il m'a dit, mais parle-en, parce que vraiment, ça va intéresser. Je me permets de le faire. C'est un petit peu sa diapo. L'idée derrière ça, c'est dans un programme simple, l'enjeu, ça va être de rattraper un retard. Dans un programme enrichi, c'est de créer un réseau. Ce n'est pas pareil. Le Boom Festival au Portugal, 45 000 personnes pendant 9 jours. Ils ont un programme enrichi avec une trentaine de pays, des rabatteurs, etc. Mais c'est quelque chose de très animé. Poupée, on est dans une stratégie opportuniste, rattraper un retard. Donc, du coup, l'animation du réseau, ici, elle est très opportuniste, elle est très simple. Là, elle est forte et pilotée. Elle peut même être outillée. Verve, Pollen, c'est la même boîte, avait cet outil. Vous savez, on retrouve ça notamment dans les chauffeurs Uber, avec toute une gamification pour qu'un chauffeur Uber n'arrête jamais de conduire. Concrètement, quand il dit « je veux arrêter ma journée », l'application envoie des petites écounes en disant « mais encore 2 courses et tu en as fait 50 aujourd'hui ». Alors, il y va. Et puis, quand au bout il a enfin atteint les 50 courses, il éteint et il dit « attends, tu as fait 1 000 €. Non, tu es à 50 € de faire 1 000 € aujourd'hui ». Donc, il n'arrête jamais. Ça a été vachement critiqué. Là, l'idée, c'est un petit peu pareil. On a quelque chose de très piloté en disant « allez, va vendre encore un petit peu ». Ensuite, la communication. Alors là, c'est le point le plus important. C'est que dans un programme simple, on la limite aux acheteurs, alors que dans un programme enrichi, elle est dédiée à une communauté. Ça veut dire quoi, en fait, limiter aux acheteurs? C'est que là, ce que va faire Poupée, c'est qu'il va juste communiquer aux acheteurs de ce concert-là, de dire « hey, parce que toi, tu vas venir, on va te permettre de devenir ambassadeur ». Ce n'est pas tout le monde qui sera ambassadeur. Dans les faits, tout le monde peut l'être, mais en tout cas, il le communique qu'à ces gens-là. Et l'idée, c'est quoi? C'est lorsqu'on est sur le temps d'activation d'un programme simple, on est sur un temps faible. C'est-à-dire qu'en ce moment, il n'y a plus de vente. Tous les groupes sont déjà constitués et donc on vient bien chercher le plus un. On vient bien chercher l'extra festivalier. Pardon, pas le plus un, l'extra festivalier. D'accord? C'est pas, ah bah tiens, si on y va à deux, il y en a un qui paye, l'autre ne paye pas. C'est pas ça l'idée. C'est le couple a déjà payé et maintenant il faut qu'ils aillent chercher des copains. Alors que ici, dans un programme enrichi, c'est quelque chose qui se fait toute l'année et c'est complètement différent. La récompense, ici, elle est pratique et symbolique. Donc, sur Poupée, je peux vous le dire, c'est 1 boisson pour 1, 2 boissons pour 2, 3 boissons pour 3. Et au bout de 5, ça sera capé à 5. On est en train de penser à les upgrader en VIP pour 2 personnes. Ça, c'est un genre de rewarding, de récompense. Alors que dans un programme enrichi, on est sur quelque chose d'identitaire et de très fort. Vous êtes les ambassadeurs de la marque. Et quand on arrive au boom, on est identifié. On a un t-shirt, on a quelque chose de différent. Nous sommes les ambassadeurs. Ce qui a un lien avec l'accueil, dans un programme simple, il n'y en a aucun, sauf si je suis upgradé. Alors que dans un programme enrichi, on est très différenciant. Et donc là, l'identité, il n'y en a aucune. Ici, c'est vraiment séquence de rattrapage. Et ici, on est un membre du festival. Avant-dernière slide, la gestion de l'invendu avec Hop Hop Food qui prendra la parole en fin de journée. L'idée, c'est de se dire, et c'est vraiment coup de cœur par rapport à cette association-là, à cette entreprise-là, l'idée, c'est de dire que les invendus peuvent aussi être partagés, peuvent être distribués à des populations qui en ont le besoin. Il y a des avantages fiscaux si la structure le permet. Évidemment, ce n'est pas le cas de tout le monde et puis faire des bénéfices, etc. Mais l'idée, c'est que ça peut aussi générer un revenu. Et puis, il y a une image RSE qui est extrêmement positive. On reviendra avec la team de Hop Hop Food qui sera aussi là. Je parlais de RSE. J'en termine. L'an dernier, on vous avait promis qu'on ferait un travail très fort sur le RSE et la gestion des supports NFC pour qu'ils soient moins impactants, qu'ils aient un impact moins fort sur l'écologie. C'est ce qu'on a réussi à faire déjà
sur les cartes, puisque désormais elles sont 100% biodégradables avec que des matières recyclées, notamment de l'encre d'argent et non comme circuit, ce qui permet de jeter la carte tout simplement dans une poubelle jaune. Donc la communication, elle est extrêmement positive pour l'événement. C'est plus cher, et WizEvent va absorber jusqu'aux 2 tiers du surcoût parce qu'on a envie de vous accompagner. En tout cas, on a réussi à le faire. On doit aussi y arriver, on est en train de travailler à le faire avec les équipes d'opération qui sont pilotées par Nicolas chez nous, à le faire sur le bracelet pour faire en sorte qu'on arrive à utiliser des matériaux pêchés dans les océans, récupérés dans les océans, pour qu'il n'y ait pas une nouvelle production et que l'intégralité du bracelet soit en support déjà produit. On n'y est pas encore, mais on devrait y arriver pour l'été prochain. Et en tout cas, ça, c'est déjà mis en place. Je vous remercie. J'ai terminé pour cette séquence-là. Et on va enchaîner. On est là toute la journée. Si vous avez des questions, des machins. L'idée, c'est prenez ce qu'il y a à apprendre pour votre événement. Et voilà.